Parfait. Seb, John, bonjour, salut. content d'être là. Même chose. Du coup, premier podcast? Premier podcast. J'ai hâte. On a hâte. On a hâte. On a hâte, mais pas encore de nom. Du coup, on a des idées, mais on va vous faire voter. Et puis, l'idée du coup de ce podcast, vas-y, commence, c'est quoi? L'idée de ce podcast, c'est d'aider les athlètes de CrossFit à mieux performer dans leur sport. Il va y avoir des attributs physiques, des attributs mentaux. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour un athlète pour l'entourer, le mettre dans les meilleures conditions pour performer. C'est juste? C'est juste. C'est juste. Parfait. C'est juste. C'est juste ou faux? Non, même évidemment, même concept, mêmes idées, comme on a discuté, et que ça nous tient à cœur de pouvoir en parler. Et si on fait ce podcast, c'est parce que on a des choses à dire, des choses qui nous tiennent à cœur, qui doivent être, je pense, dites. Et puis voilà. Et je pense qu'on vend tous, c'est parce on est passionné de sport. Exact. Du coup, on aime ce côté de transmettre. Toi comme moi, on a notre salle. Et du coup, on a beaucoup d'athlètes qui croisent nos chemins régulièrement, qui nous accompagnent. Et je pense qu'on emmagasine de l'expérience et c'est cool de redonner ce qu'on apprend et de partager et d'échanger. Donc, voilà. Exact. Pourquoi la performance, ça t'intéresse, ça vient de chercher et tu as envie d'en parler? Alors, pourquoi la performance? Je pense que depuis petit, j'ai toujours fait des sports où je voulais gagner. J'ai ce côté instinctif de vouloir gagner. Et j'ai eu la chance, à travers mes expériences sportives, de pouvoir être professionnel. Et sport professionnel, ça implique forcément la performance. Parce qu'on ne peut pas être sportif professionnel sans chercher la performance. Et ça inculque des valeurs telles que la discipline, la rigueur, le dépassement de soi. Et je pense que ça m'a amené dans un processus permanent de chercher à devenir meilleur et de m'éloigner au maximum de ce que je considère comme étant la médiocrité. Et devenir la meilleure version de soi, au-delà du sport, c'est une forme de performance, je trouve. Et du coup, qu'on soit athlète ou qu'on soit pas athlète, à mon avis, on doit essayer d'être la meilleure version de soi-même. Voilà pourquoi j'attache une grande importance à la performance, de Intéressant. la manière Ouais, dont je la conçois. ouais, je te suis, je te suis. Pour ma part, j'ai toujours été fasciné depuis tout petit par la performance. J'ai la chance, par la performance humaine en général, du coup, physique, et après aussi, je suis moins axé là-dessus, mais aussi mental. Et j'ai la chance de savoir très, très jeune que je voulais faire un truc dans le sport. Quoi exactement, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas faire prof de sport. Ouais. Et mon sport de base, c'est le karaté. Et ça, psychologiquement, on va dire, au niveau mental, ça m'a beaucoup aidé à gérer mon mental, l'émotionnel, gestion du stress. Ouais. Et puis, il manquait une petite composante niveau condition physique, parce que c'est un Ok. sport très explosif. C'est un art avant tout, Ouais, bien justement. sûr. Ouais. Avant d'être un sport, ça reste un art. Et puis, il y avait une composante qui manquait. J'arrivais pas vraiment à mettre de nom dessus. Et puis après, il y a une amie qui, elle, faisait du CrossFit il y a du coup 13 ans de ça. Et elle m'a dit, il faut que tu essayes, tu vas adorer. Du coup, C'est aux dit. prémices du CrossFit en Suisse, un petit peu, parce qu'il y a 13 ans, J'ai la chance d'avoir découvert c'était le ça très début. tôt. Ouais, et Ouais. il y avait quand même il y avait quelques box en Suisse romande. Une des premières, je crois, c'est Bâle. Mais en Ok. Suisse romande, Ça devait être Riviera, la première en Suisse romande, non? je crois, non, c'était Léman, Ok, sauf erreur. CrossFit d'accord. Léman. Il y en avait une peut-être à Genève, je suis pas sûr. Et sinon, ben, la première que j'ai découverte, c'était CrossFit Riviera. Ouais. Et à qui je dois mes débuts, du coup. Et puis au début, en plus, elle m'a dit, ouais, faut que tu viennes tester, tu vas adorer, c'est du CrossFit. Et moi, je croyais que c'était un... Je me dis, ouais, laisse tomber, encore un cours du fit ou quoi, du body pump, j'en sais rien. Je sais pas, laisse tomber. Mais ouvert d'esprit, du coup, je suis allé tester et direct, ah, c'était la révélation. J'ai directement senti et compris que
j'allais pouvoir développer mon plein potentiel au niveau performance. Performance, ça voulait dire pour moi tant être fort qu'endurant. Je voulais pas juste être explosif ou puissant, mais aussi endurant, être capable Ouais. de faire un marathon et de soulever une barre lourde. Ok. Et tout ce qui est entre deux, évidemment, tout ce qui est gymnastique, euh, bouger son propre poids de corps dans l'espace. Du coup, au final, la performance, c'est vraiment une notion qui est personnelle. Ça Parce que reste, d'un ouais, individu à l'autre, d'un coach à l'autre, d'un sport à l'autre, performer peut vouloir dire... pour quelqu'un, performer, ça peut dire performer en scale, ça peut vouloir dire performer en RX, ça peut vouloir dire exact, performer au niveau national, exact. international. Donc, le terme de performance, c'est important parfois aussi de le ramener à sa propre échelle et qu'est-ce qu'on estime être de la performance au final. Exact, exact. Je pense qu'après, personnellement, en tout cas, personnellement, je la mets sur plusieurs spectres, mais le tout premier spectre et ma perception de la performance, c'est plutôt être complet. C'est d'abord être Ouais, complet, en fait. Être capable de, et ça veut dire, c'est lié à être performant dans la vie de tous les jours. C'est aussi pour ça que ouais, j'ai adhéré directement à l'approche et la ok. méthodologie CrossFit. Ça veut dire être capable de porter ses sacs de course quand tu as 95 ans, 100 ans, 105 ans, être capable d'accepter de faire une rando de 6 heures sans être Ouais, au bout de ta vie. Et puis, c'est ça en fait. c'est Simplement ajouter ça. de la qualité à ta vie, quoi, Exact. en termes de... dans ton Dans un corps. Ouais, premier, exact. En dehors de l'aspect compétitif, ouais, c'est ajouter de la qualité à ta vie. Et puis sinon, après, d'un point de vue, on va dire compétitif, c'est performance. C'est vraiment être capable de progresser de manière optimale. Et du coup, trouver les bons outils pour pouvoir optimiser la performance et le, et le progrès, en fait. ouais. C'est marrant parce que je pense qu'on pourrait divaguer sur plein de sujets là. Vraiment. Déjà, quand tu as parlé du karaté, c'est un art avant d'être un sport. Et plein de choses pour moi ne sont pas forcément un sport, mais comme tous les sports de combat, en tout cas en Asie, c'est d'abord des arts ou une philosophie, et on le transforme en sport une fois qu'il y a un aspect de compétition, de combat, pour différencier les athlètes l'un contre l'autre. Exact. Et je pense qu'on peut avoir la même chose dans le CrossFit. Je pense que le CrossFit, c'est avant tout une méthodologie d'entraînement qu'on pourrait caler sur ce qu'on va appeler du GPP, donc General Preparation, Physical Preparation. Et ensuite, on l'a transformé avec la popularité en un sport. Et on a le sport de compétition CrossFit, où on voit les athlètes qui vont aux Games. Et on a la méthode d'entraînement CrossFit, qui va permettre à tout à chacun de se sentir mieux dans son corps, de développer des qualités physiques et athlétiques sous différentes caractéristiques qui permettent justement d'être fort, d'être endurant, d'être explosif, d'être puissant, d'être résilient à l'effort, d'augmenter sa qualité de vie. Et je pense que Exact. ça, même ça pourrait Exact. être simplement un sujet, hein, parce que qu'est-ce que c'est le CrossFit au final, Ouais. entre les deux? Où est la barrière entre les deux? Où est-ce que chaque individu peut se sentir? Clairement, clairement. Donc ça, je trouve que c'est un point qui est vachement intéressant en tout cas. Super intéressant parce que l'aspect performance au niveau compétition m'intéresse énormément. Mais après, je suis tout autant fasciné par la performance de monsieur et madame tout le monde Ouais, qui vient ici tous les jours parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. ouais, C'est ce qu'on fait. On aide ceux qui viennent tous les jours dans nos salles à être indépendants dans la vie de tous les jours et à être indépendants le plus longtemps possible dans leur vie. Et puis après, on va dire, il y a l'aspect peut-être plus, entre guillemets, euh, fun et compétitif ouais. de la discipline qui est le sport du CrossFit au final. Tu avais parlé de optimiser la performance au maximum chez les athlètes, typiquement. Et est-ce que tu penses que cette barrière, parfois, elle est floue, justement, entre un athlète qui utilise la méthodologie CrossFit dans une box, en faisant des classes, par exemple, et que dans sa tête, à lui, cette manière-là, ça va lui permettre de faire le sport de compétition. Est-ce que de cette manière-là, il y a pas un moyen d'optimiser sa performance chez ces athlètes, justement? Dans le sens que ils sont dans la méthodologie CrossFit, mais dans leur tête, il n'y a pas de différence entre simplement la méthodologie CrossFit et pratiquer le sport de compétition CrossFit. Je te suis, je te suis. Il peut y avoir un amalgame en fait, et l'important, c'est là où le coach est important et son message pour la compréhension de la discipline, de ce que les gens font dans la salle est important. Il y a l'aspect compétitif parce que on va se challenger, on va se pousser tous ensemble.
il y a l'émulation du groupe qui fait qu'on va vouloir faire le meilleur temps possible, être devant lui ou pas se faire dépasser. Et c'est là où il faut être, c'est là où faut être clair avec les membres en leur disant, en leur donnant l'intention de leur séance, connaissant chaque personne. Ouais. Et puis l'intention de la séance, elle peut être différente D'une personne à l'autre. d'une personne à l'autre qui est dans cette salle. Ouais. Aujourd'hui, ça va être, je donne des exemples concrets que je peux dire aux athlètes qui sont dans la salle. Ça peut être, aujourd'hui, toi, le but, tu vas pas faire 400 mètres, tu vas faire 200. La vitesse à laquelle tu cours m'est égale, mais je veux que tu cours continuellement et que tu t'arrêtes pas. Exemple, ça peut être une approche, un but, une intention pour un athlète pour qu'il puisse performer, du coup, progresser. Et lui, s'il part avec cette intention, il est focus là-dessus et qu'il atteint cet objectif d'avoir fait ses 200 mètres durant son workout sans s'arrêter, quelles que soient les vitesses, ce serait une victoire pour lui en fait. Ok. Et ça permet d'avoir une base aussi pour les prochaines fois. Disons, tu te rappelles, la dernière fois, tu as fait tes 200 mètres. Là maintenant, tu vas garder. Je veux pas que tu t'arrêtes sur ces 200 mètres. Par contre, pendant ce WOD, en plus des 200 mètres, je veux qu'à chaque fois, tu fasses 5 push-ups sans couper. Ou ça peut être, cette fois, tu fais 300 mètres. Si la distance requise normalement est 400, C'est on augmenté progresse d'une étape progressivement. après l'autre. Ça peut être ça, en fait. C'est empiler des petites victoires. Exact. Empiler des petites victoires, des petites étapes pour avancer. Et puis, il peut y avoir des athlètes plus compétitifs où on va jouer de manière plus, on va dire, extrinsèque qu'intrinsèque, où là, c'est genre, toi, tu restes devant lui. C'est Jean-Jacques, tu Ouais. restes devant Paul tout le WOD. Et là, ça va le pousser parce que c'est ce dont il a besoin. Ou ça va être tes bar muscle up. Je veux qu'à chaque round, tu en fasses 5 unbroken. Ouais. Le reste du WOD m'est égal, mais je veux que tu prennes conscience, que tu sois capable, sous fatigue, de faire tes 5 reps unbroken. Ouais. Et le reste du WOD, je le mets de côté. Évidemment, ce que je ne mets pas de côté, c'est le bien bouger, c'est la technique. Mais le reste du WOD, d'un point de vue énergie, il sera mis de côté. Comme quand on trie des erreurs en haltéro ou quand on fait de la technique, on va de la moins sécuritaire à la plus sécuritaire, de la moins importante à la plus importante. Ouais, bien sûr. En Au gros, c'est final, ça. avec un même workout, chaque athlète il peut se fixer un objectif précis, une intensité et une intention Complètement. pour que chacune personne progresse ou performe, en tout cas à sa manière, par rapport à ses objectifs. Exact. Et c'est ça qui est beau. Parce que c'est ce qui fait aussi la communauté de ce sport. Et ça met en confiance, en fait. Et ça donne un peu des modèles à monsieur, madame, tout le monde qui viennent tous les jours. Ça donne des inspirations aussi et des modèles. Ouais. Et le rôle des athlètes, c'est de montrer qu'eux aussi peuvent progresser en s'entraînant avec monsieur et madame, tout le monde. Et là encore, tout ce que je dis, c'est à mettre dans un contexte. Parce qu'après, peut-être que celui qui va faire cette classe, d'un point de vue plus compétitif, il fait aussi peut-être d'autres choses à côté. Bien sûr. Mais cette classe peut tout à fait être utile pour lui. On a je pense parfois ce biais un petit peu de, comme c'est un sport qui est vraiment ouvert à tous dans sa méthodologie, où tous les athlètes vont voir ce que font les meilleurs athlètes du monde dans ce sport, ce qui est rarement le cas dans d'autres sports. On mélange moins, si on prend un sport comme le foot américain par exemple, qui est mon sport, on sait que quand on pratique dans son petit club régional, on ne fait pas le même sport que les athlètes qui sont en NFL, par exemple. On sait qu'il y a un énorme gap entre les athlètes. Et au CrossFit, on se retrouve à faire les mêmes workouts que ces athlètes, ou en tout cas, ils sont accessibles lors des Open, par exemple. Tout le monde est sur le même niveau. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus grand danger ou des erreurs qui sont communes chez des athlètes qui vont être dans des box de CrossFit à un niveau, je dirais, scale et qui... Débutants, tu dis Débutants, voilà. Ouais, Et qui veulent performer en voyant ces athlètes-là. Qu'est-ce qui leur manque dans leur structure d'entraînement, dans leur approche de l'entraînement pour ne pas griller les étapes en se disant « Ah, il faut que j'arrive
là, je dois être capable de faire comme eux. Qu'est-ce qui leur manque selon toi avec tes années d'observation? La première chose qui est importante, c'est un coach qui comprenne que l'amalgame ne doit pas être fait entre sport du CrossFit et méthodologie d'entraînement. Ouais. Et chose qui n'est pas une évidence et claire forcément pour celui qui vient là, qui a peut-être vu des vidéos de CrossFit. Et du coup, il faut poser le cadre directement. Et c'est tout à fait légitime de pouvoir qu'un débutant arrive et dise « Ok, moi j'aimerais bien pouvoir arriver à ce niveau ». Là, ce qui va être important, c'est que le coach soit clair et honnête. C'est genre « Ok, toi tu en es là, ce que tu regardes c'est ça, ce que tu veux c'est ça, ce qui t'intéresse c'est ça, ce que tu vises c'est ça au final ». Ce qui va être important, c'est que le coach, le guide, à chaque étape, à chaque marche de l'escalier qui va l'amener dans cette direction. Ouais. Peut-être qu'il arrivera ici et il sera content au final. Bien sûr. Mais grâce à cet objectif et cette vision, il pourra atteindre un niveau qu'il n'aurait jamais pensé atteindre autrement. Mais je pense qu'important, c'est de ne pas griller les étapes. Et la présence du coach, là, est super importante, où il doit guider l'athlète dans les différentes étapes et généralement peut-être le freiner. Lui dire, OK, là, ce qui est important, c'est tu as passé cette étape-là, maintenant on va à ce level-là, maintenant on va à ce level. Et ça peut amener sur une discussion qui est intéressante parce que je vois beaucoup de jeunes athlètes qui veulent performer, qui arrivent dans le sport du CrossFit et puis qui sont déjà un peu sportifs et qui facilement grillent les étapes. Ils ont rarement fait d'haltéro par exemple, ils sont en mode oh, putain, je veux tester mon RM clean, je veux tester mon RM snatch, je veux tester mon RM back squat. Ça fait 2 mois que tu t'entraînes, c'est aucun intérêt, c'est pas le moment. Tu sais ce que je veux dire? Et c'est là où il faut arriver à freiner les gens. Et ce que je vois, c'est que ils croient que le chemin vers l'élite, c'est plus de volume. Plus et plus rapide. Plus et plus rapide, c'est Ouais. ça. Et le problème, c'est que tu fais plus de volume. Ouais, tu vas créer un petit peu de cardio et encore pas de manière optimale. Mais surtout, tu vas répéter des schémas de mouvement qui sont faux et qui sont mal acquis avec une mauvaise technique et qui seront très difficiles à enlever et qui vont devenir ancrés, qui sont difficiles à enlever après. Et le plus challengeant, c'est de faire prendre le temps aux novices de travailler la technique en fait. De passer du temps sur la technique. Et ce qui est un peu contre-intuitif et dur à comprendre, c'est qu'une bonne technique, des fondations solides, c'est ce qui va les faire exploser à un moment donné. Et ça, c'est dur parce qu'on ne le voit pas et c'est exponentiel, c'est lent, on ne se voit pas progresser. Mais il y a un moment où ça va exploser parce qu'en travaillant sur le reste, si les fondations sont là. C'est toujours revenir aux fondamentaux au final. Tout le temps. Mais c'est là où pour moi, quand on pratique un sport, plutôt que simplement... En anglais, on peut soit working out, soit train. Et du coup, c'est 2 choses différentes. Je te suis. Quand on workout, on est quelqu'un qui ne pratique pas un sport. On s'entraîne pour soi. Et ça s'arrête là au final. C'est de l'objectif plus personnel, physique. Quand on train, c'est pour une raison bien spécifique. Un objectif qu'on veut atteindre, performance de sport par exemple. Et pour moi, quand on a dans la tête la pratique du CrossFit, on a ce moment où est-ce qu'on est en train de juste workout pour soi, se sentir bien, se dépenser, acquérir justement une meilleure qualité de vie tous les jours, mais on n'a pas une nécessité d'avoir des objectifs de compétition à haut niveau et des besoins spécifiques reliés à un sport. Et du moment qu'on va train pour être bon dans son sport spécifique, qui pourrait être le CrossFit, de compétition, à ce moment-là, on doit comprendre quelles sont les demandes du sport. Et je pense que cette barrière-là, elle est assez floue entre les sportifs qui sont un peu entre les deux. C'est oui, je veux m'entraîner et me mettre des races quand je m'entraîne, mais je n'ai pas vraiment une idée de quelles sont les demandes spécifiques du sport. Exact. Donc, je vais toujours en train d'essayer de me tester parce que je ne suis pas sécuritaire de où j'en suis et qu'est-ce que je fais. Et que, en final, quand on pense CrossFit, les demandes du sport, elles sont énormes, vu qu'on va avoir tout ce qui est cardiovasculaire, aérobique, tout ce qui est endurance musculaire, tout ce qui est force, tout ce qui est explosivité, tout ce qui est agilité, tout ce qui est vitesse, tout ce qui est récupération, tout ce qui est flexibilité, mobilité, toutes ces demandes du sport qu'on doit être capable d'entraîner, de travailler ses fondamentaux. Après, quand on prend un athlète, on doit encore penser à le temps à disposition pour s'entraîner.
le temps à disposition pour récupérer, la nutrition, les besoins mentaux. Et tous ces aspects, je pense que justement, on ne voit pas la step qu'il y a entre je m'entraîne pour être bien tous les jours et je veux faire un sport de compétition. Et cette réalité, pour moi, c'est la plus grande lacune chez un athlète. C'est, OK, où j'en suis et qu'est-ce que je veux atteindre? Et de réaliser la marche qu'il y a entre ces deux steps. De juste bien s'entraîner, faire un bon WOD dans une classe de CrossFit et avoir les demandes requises pour pratiquer mon sport de compétition. Exact. J'ai plein de choses sur lesquelles je veux rebondir là. Mais il y a déjà Bergeron, on a parlé dans un des podcasts aussi. Il a dit, c'était sur Insta, je ne sais plus où, c'est important d'être capable de faire la différence entre s'entraîner, concourir et pratiquer. Ouais. Et ça revient un peu à ce que tu dis. Tu concours, quand tu concours, tu donnes tout, tu envoies, tu sors tous tes acquis. Quand tu t'entraînes, c'est pour un besoin spécifique du sport. Et puis la pratique, qui est aussi un petit peu négligée, c'est des moments où l'intensité est très basse. Et puis on apprend, c'est plus pour apprendre une nouvelle skills, une nouvelle compétence. Sachant qu'il faut 10 000 répétitions ou 10 000 heures pour maîtriser un mouvement, ce qu'on a tendance à rusher, c'est les fondamentaux. Alors qu'au final, on ne doit jamais s'ennuyer de revoir des fondamentaux parce que plus tu as parlé de concourir, c'est là où on relâche les acquis. Mais pour que des choses soient acquis, on doit les avoir fait 10 000 fois ou 10 000 heures. Exact. Donc, si je ne veux pas refaire mes fondamentaux, mais je veux pouvoir concourir à un haut niveau, ça ne marche pas. Exact. Pour que ce cycle fonctionne, c'est je concours, je relâche ce que j'ai acquis. Peut-être que je n'ai pas tout acquis, donc je ne suis pas efficient ou je ne suis pas optimal dans mes performances. Donc, je reviens aux fondamentaux que je fais régulièrement. Je pratique ces fondamentaux sous pression, pression de temps, pression de compétition, pour être dans un état où mentalement, où mon corps va être en stress, pour voir ce que je suis capable justement de relâcher sous pression, ce qui va me permettre de me préparer aux compétitions. Et à mon sens, concourir en compétition, pratiquer sous pression, c'est deux aspects différents. Pratiquer sous pression, c'est mettre en application les fondamentaux que j'ai travaillés avec du volume, avec de la fatigue, avec du stress externe, un temps ou ça peut être du temps sous tension, ça peut être sous fatigue, ça peut être sous un temps limité, ça peut être avec une répétition d'effort, mais je le fais dans un moment où je vais dire je suis sous pression, mon corps est sous stress et mentalement je suis sous stress. Et ça va me préparer à quand je vais être en compétition, là je peux vraiment tout lâcher et j'ai plus besoin de réfléchir parce que j'aurais tellement mis mon corps, mis mon état d'esprit en condition plusieurs fois que ça va me paraître naturel d'effectuer ça et je serai confortable dans cette période d'inconfort qui est de la compétition. Le corps connaîtra déjà cette situation. Ouais. Et je pense que ce cycle, souvent, on l'oublie dans un sens, c'est qu'on rush les fondamentaux pour se mettre tout le temps sous pression sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Du coup, la qualité empathie, du coup, la récupération empathie, la technique empathie. Et que du coup, quand on arrive en compétition, on est finalement relativement pas préparé ou peu préparé parce qu'on ne s'est pas mis souvent en condition comme il fallait avec les bons acquis. Exact. Et le challenge du coup, avec le CrossFit, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est facile de vouloir rusher parce que dès le moment où tu as envie de t'entraîner pour un besoin spécifique, il va falloir mettre beaucoup d'aspects fun et cool peut-être du CrossFit pour pouvoir devenir bon. Parce que le challenge du sport du CrossFit, c'est que c'est pas comme de la course de fond, du rameur indoor. Il faut être bon à un élément. Ouais, c'est pas monostructural, quoi. Déjà, c'est pas, c'est monostructural, mais tu dois juste être bon à un sport. Il y a des sports, c'est genre, tu veux faire un marathon, tu dois être bon à la course. À courir et tu fais tout ce qu'il y a autour. Et c'est déjà beaucoup. En CrossFit, tu dois être capable de courir, tu dois être capable de ramer, tu dois être capable de faire de la gym, tu dois être capable de faire de l'haltérophilie. Et ça, juste cet élément, on prend juste, l'haltérophilie. Il y en a, ils dédient une vie juste à ça. Et nous, on essaye de rusher des éléments qui peuvent prendre une vie à maîtriser. Bien sûr. Maîtriser au final, jamais. Ou pas aussi bien que... Pas aussi bien. Voilà. Très bien, mais pas forcément aussi bien. Ouais. C'est ça.
Et puis le challenge, c'est de comprendre à ceux qui veulent performer et s'entraîner qu'il y a des moments, bah, tu vas devoir acquérir de la force et il y a plein de choses que tu vas mettre de côté. Il y a un moment, il y a des moments, tu vas devoir travailler ta caisse, avoir une endurance de base, tu vas faire des trucs chiants, l'intensité ne sera pas très élevée et ça sera très long, mais c'est nécessaire. Et puis plus on se rapproche d'une deadline, après c'est aussi d'autres discussions qu'on peut avoir, plus on va travailler le sport de manière Ouais. spécifique et tu vas passer du temps à faire des drills de gym ou alors à acquérir de la force au poids de corps pour pouvoir faire de la gymnastique un peu plus complexe de manière sécuritaire en réduisant le risque de blessure. Et on fera jamais tout. On fera jamais des workouts ou on fera jamais des entraînements pour performer. On fera pas tout le temps des entraînements pour performer où tu auras 12 mouvements trop cool. Tu auras des muscle-up, je sais pas, Ça me fait penser des fois à des certaines snatchs. qualifications, mais qu'on ne mentionnera pas forcément, mais certaines qualifications où ils mettent tous les mouvements qui existent au CrossFit. Mais Je- tu avais parlé d'haltérophilie, la complexité de l'haltérophilie. Qu'est-ce qui rend ce sport si complexe? C'est de déplacer une barre Entre super parenthèses, lourde. parle un petit Vas-y. peu d'où tu viens par rapport à l'haltéro. Ah Ça ouais. n'a pas parlé, je crois, parce que Non, j'en ai pas trop tu, parlé d'où je viens. tu es notre Je expert suis du coup, haltéro, je tu donnes suis les cours chez du nous, du coup le coup. coach d'haltérophilie ici à Golden Bird. Mon passé personnel, c'est joueur professionnel de foot américain. J'ai eu la chance de jouer en college aux États-Unis, où on avait un coach. On était un college où on faisait beaucoup d'haltérophilie, nous. Du coup, on avait un coach qui avait fait des formations avec Burgener. Et on a eu un gros travail, tout ce qui est surtout sur le clean, qui est souvent utilisé pour la triple extension, cette extension de hanche qu'on va retrouver lorsqu'on plaque des joueurs. Du coup, en revenant après ici, moi j'ai continué un petit peu à me former avec notamment des formations en ligne avec Torokti, des séminaires comme ça. Je suis aussi beaucoup, par exemple, ce que fait Catalyst. J'aime beaucoup Greg Hervet. Du coup, je trouve vraiment très intéressant. Et cette année, on fait un camp ensemble aussi avec Burgener d'ailleurs, Oui. Euh, en mai. Ah oui, un séminaire, Ouais, ouais. on Ouais, fait un ouais, exact, séminaire cette exact. année En ensemble. France, ouais. Du coup, voilà un petit peu. Sinon, j'ai eu la chance de travailler pendant presque 2 ans avec une athlète de semi-finale de CrossFit aussi. Du coup, je la suivais pour tout ce qui était la partie force et haltérophilie, où on a pu vraiment construire des bonnes bases solides pour lui permettre d'aller en semi. Et de ça, ça m'a continuellement donné l'envie de progresser, de comprendre, de me développer en haltéro. Euh, et je l'utilise encore beaucoup avec mes joueurs de foot américain aujourd'hui, moi. Et je remarque, c'est vraiment, si on a le spectrum de force-vitesse, je trouve que c'est un des moyens qui nous permet vraiment de travailler quasiment toute la partie de la courbe, dans le sens que on veut déplacer une charge lourde en mettant le maximum d'intensité. Pour moi, ça se rapproche beaucoup du sprint. Un sprint, on ne peut pas le faire lentement. Quand on sprint, on doit être en vitesse maximale. On ne peut pas décomposer le sprint en joggant. Ça vient du jog sinon. Hmm. Et du coup, l'haltéro, c'est pareil. On ne peut pas aller lentement en faisant de l'haltéro. On va pouvoir décomposer certaines parties du mouvement pièce par pièce quand on voit des erreurs techniques pour les mettre après ensemble dans un seul mouvement. Et tu avais parlé avant de souvent les débutants qui veulent faire des 1RM, par exemple, au clean. Et on oublie, je pense, souvent des choses importantes dans le sens que Sonny Webster, il a dit, donc si vous ne connaissez pas Sonny Webster, c'est un athlète anglais. Il fait un peu du cirque. Maintenant, il fait un petit peu du cirque, mais c'est un Ouais, athlète olympique quand même non, clairement, d'haltérophilie, qui a une société maintenant où il fait beaucoup de mobilité pour les athlètes de CrossFit et les athlètes d'haltéro. Et il a dit une phrase que je trouve vraiment très juste, et puis l'image est parfaite, c'est « La force va faire lever la barre. La technique va venir placer ta barre. Et sans mobilité, la technique n'existe pas. » Et je trouve que c'est un concept qui se rapproche totalement à ce qu'on peut voir au début dans une box de CrossFit, où quand quelqu'un commence l'haltéro, si c'est quelqu'un qui a déjà de la force, il va la lever la barre. Elle va peut-être être mal placée, mais il va la lever, puis il va réussir un petit peu en la pressant, elle va monter au-dessus de sa tête. Et
les gens qui ont des restrictions de mobilité, on va voir que même s'ils ont la force, ils ne vont pas avoir la technique pour venir la placer là où il faut. Tu as parlé de gym et de la force avant aussi. C'est-à-dire que on peut avoir une bonne qualité de gym, mais si on n'a pas de force, on ne pourra pas de toute façon se mettre au-dessus de la barre. Donc la fondation, ça va être la force pour simplement bouger son corps ou bouger une barre afin de la mettre dans une certaine position. La mobilité, c'est autoriser votre corps à se mettre dans la bonne position. Et ensuite vient cette technique pour apprendre parfaitement à comment soit se placer son corps, soit comment placer la barre. Et je trouve que ces étapes-là, elles sont souvent mal interprétées. On ne peut pas espérer faire quoi que ce soit si on n'a pas la mobilité requise pour mettre son corps dans la bonne position. Et ensuite, on ne peut pas espérer atteindre des belles barres ou un gros volume de travail si on n'a pas la force suffisante pour permettre à son corps de supporter ce qu'on lui demande. Ça peut être relatif à son poids de corps avec la gym. Si je ne suis pas capable, par rapport à mon poids de corps, d'être suffisamment fort pour l'autoriser à se mettre dans cette position, on peut faire toute la technique qu'on veut, ça ne marchera pas. En haltérophilie, si on n'a pas la force suffisante pour soulever une barre, je peux avoir toute la technique et toute la mobilité que je veux, j'arriverai pas à stabiliser une barre au-dessus de ma tête, j'arriverai pas à développer suffisamment de puissance pour amener cette barre. Et je pense que parfois, on oublie un peu ça. On oublie, quelles sont les caractéristiques requises pour différents mouvements? Avant de pouvoir faire un muscle-up, quelles sont les caractéristiques requises en termes de traction que je dois avoir pour être capable justement de me mettre dans ces conditions, ou de dips? Pour faire un clean, quel est le ratio de mon back squat que je dois être capable de faire pour être dans une position où je suis solide quand je vais réceptionner la barre? Et on ne peut pas griller ces étapes. C'est impossible. Exact. Et parfois, je pense qu'on a tendance à vouloir, d'une manière, essayer de trouver des raccourcis, ce qui est dangereux. Ça peut être frustrant de sentir que la progression est pas forcément là ou lente pour quelqu'un qui a peu ou pas de mobilité. Toi, tu gères comment ces athlètes qui ont peu de mobilité, moins de mobilité, parce que c'est le plus ingrat en fait, parce que ça prend du temps pour acquérir, et il y en a peut-être, je pense, en amplitude complète, ils l'acquerront peut-être jamais. Ouais. C'est chaud, parce que du coup, sans mobilité, il n'y a rien, tu vois. Alors, je dirais, de nouveau, quelle est l'intention de l'athlète vis-à-vis de la pratique du crossfit ou de son sport? Si je prends par exemple un joueur de foot américain que je vais entraîner, est-ce qu'il a besoin de savoir faire un overhead squat complet? Pas forcément. Du coup, je n'ai pas forcément besoin de prendre énormément de temps à me dire combien de temps. En fait, c'est toujours la question, le temps investi pour la récompense qu'on va, ou le gain qu'on va en obtenir. Est-ce que de passer 16 semaines à travailler l'amplitude d'un overhead squat avec un athlète de football américain, est-ce que ça va vraiment l'aider concrètement dans son sport? Je ne suis pas sûr. Donc, je vais trouver d'autres choses. Chez quelqu'un qui vient s'entraîner dans une box de CrossFit et qui doit apprendre justement les standards de différents mouvements, on va y aller avec des régressions. Est-ce qu'il a un problème d'extension thoracique? Est-ce qu'il a un problème de flexion dorsale de cheville? Est-ce qu'il a un problème ailleurs dans ses hanches, par exemple? C'est vraiment analyser qu'est-ce qui le restreint dans le mouvement et déjà d'éliminer certaines parties pour lui permettre quand même d'effectuer une partie du mouvement et d'aller, comme tu as dit au début, si la personne ne peut pas courir 400 mètres, je ne vais pas lui demander de courir 400 mètres et de la mettre dans un échec qui est, un échec qui est déjà anticipé. Le but, c'est de les mettre face à des petites victoires. Donc, c'est dire, OK, aujourd'hui, on devait voir les squat snatch. Mais toi, tu n'es pas capable d'aller en deep overhead squat. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, on travaillera en power snatch pour toi. Exact. Et puis, quand tu as catché ton power snatch, tu viens descendre à ce que tu peux de profondeur en overhead squat. Et que peut-être, entre tes séries de pauses, je peux montrer 2-3 exercices d'extension thoracique et qu'au fur et à mesure, ben, on va réussir à développer plus de mobilité. Peut-être une mobilité optimale, peut-être pas. Mais ce qu'on a mis en place ici à Golden Bird, je trouve que ça fonctionne bien. On a des cycles d'haltérophilie de 4 semaines. Et les gens qui suivent ces cycles, où on se dédie vraiment à l'haltérophilie, il y a quand même bien 15-20 minutes, c'est de l'échauffement, avec de l'échauffement dynamique, de la mobilité et ce qu'on appelle des primers, des petits exercices qui vont servir à primer, à rendre plus beau le mouvement de base qu'on travaille. Et j'ai de toutes sortes de personnes qui viennent à ces classes, des gens qui sont retraités, des gens qui sont jeunes et qui découvrent le CrossFit, des gens qui font du CrossFit depuis un moment et qui veulent simplement être meilleurs en haltérophilie. Et on voit que en faisant régulièrement un travail spécifique
sur les besoins en mobilité de ces mouvements-là, ben, les gens, ils s'améliorent énormément. Des gens qui n'étaient pas capables de faire un clean où ils avaient une belle rotation des coudes et la barre était bien posée sur leurs épaules, ben maintenant ils y arrivent. Des gens qui n'étaient pas capables de faire un overhead squat, ben maintenant ils y arrivent. Donc je pense que quand on adresse une restriction de manière correcte et régulièrement, ben on est capable justement de supprimer ces limitations. Exact. Intéressant. Et ils ont beaucoup plus de plaisir à faire des WOD Bah oui, après, forcément, ouais. durant les classes. Ils sont moins frustrés et ils ne sont pas mis en échec devant le mouvement. Parce que c'est dur pour un athlète, quand il va à une classe, il dit « Ah, il y a des pistol squats. Je ne sais pas faire des pistol squats. Et puis il y a des chest to bar et je ne sais déjà pas me pendre à une barre. » Et en fait, ils sont devant le tableau blanc, ils sont déjà en échec. Là, c'est le rôle du coach qui est important aussi. Exact, complètement. De dire, OK, tu en es là et ton but aujourd'hui, c'est de faire ça. Et le challenge pour nous, coachs, c'est de les mettre dans des situations où ils vont être dans une zone d'inconfort, mais qui va leur permettre de progresser et non d'échec, en fait. Ouais. Et c'est là où il faut arriver à bien observer et puis à connaître les athlètes, C'est ça. leurs besoins, leurs buts, leurs objectifs au final. Ouais, Donc, oui, je suis tout à fait d'accord.